Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Seinfeld, la sitcom culte des années 90. Dans l'épisode 1, on s'est intéressé aux raisons du succès phénoménal de la série. Dans l'épisode 2, on a fait le tour du casting principal. Aujourd'hui, place aux personnages secondaires. À mes côtés, pour passer en revue cette galerie de drôles d'oiseaux, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors, l'un des grands ressorts comiques de la série Seinfeld, c'est de mettre en avant une galerie de personnages secondaires névrotiques, des personnes souvent à l'origine ou qui encouragent les comportements négatifs de Jerry et ses amis. Parmi eux, on peut citer l'horripilant voisin de palier Newman, les parents de Jerry et ceux de George, Jay Peterman, le patron mégalo d'Hélène, l'immigré Babou ou encore le fameux Soup Nazi. On en a un bon paquet d'anecdotes à vous partager sur ces personnages et sur leurs interprètes. Alors, qui est-ce qu'on passe sur le grill en premier ? Moi, je vous propose qu'on parle de quelqu'un qui nous énerve. Mais alors, qui nous énerve vraiment ? Newman. Bonjour Newman. Pourquoi est-ce qu'il nous énerve autant ? C'est qui ce personnage ? C'est un voisin ? C'est la némésis de Jerry Seinfeld, qui se trouve être, comme d'ailleurs tous les vrais bons méchants, très proche de sa sphère, puisque c'est aussi un ami de Kramer. Donc en fait, on le découvre. Alors la première fois qu'on entend parler de Newman dans la série, il est hors champ, et c'est Larry David qui lui prête sa voix. Lorsqu'il s'est agi donc de le faire intervenir, c'est là où ils ont casté l'acteur Wainwright, Knight, c'est ça, ouais. Knight. Qui est essentiellement connu pour son rôle dans Jurassic Park, où il faisait le méchant. D'ailleurs, dans la continuité de Seinfeld, il faut le préciser. C'est-à-dire que quand il a été casté pour Jurassic Park, les gens ont vécu, les Américains ont vécu son personnage dans Jurassic Park comme un dérivé de Newman. En fait. Déjà, il a été pris de là puisque Spielberg l'a casté, puisque Spielberg est un grand fan de Seinfeld. Pour l'anecdote, alors c'était après Jurassic Park, le tournage de Jurassic Park, mais c'est la seule chose qu'il s'autorisait à regarder le soir quand il était en train de tourner la liste de Schindler en Pologne et qu'il était dépressif de toute la journée. En fait, le tournage était tellement dur qu'en fait, il se regardait des épisodes de Seinfeld. Donc, c'est dire à quel point il est fan, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est dans Seinfeld qu'il a découvert Wayne Knight et qu'il a décidé de le caster pour Jurassic Park. Ce qui a dû lui faire plutôt drôle de voir ensuite un épisode de Seinfeld qui tournait autour de la liste de Schindler. Ouais, on y reviendra plus tard. Donc, c'est sa némésis. Et comme on en a parlé dans l'épisode précédent, le personnage de Jerry Seinfeld, sa plus haute instance morale, c'est Superman. Et donc, d'une certaine façon, au fil de la série, Newman va progressivement devenir un super méchant. À tel point que dans certains épisodes, on peut presque soupçonner qu'il est à l'origine, je pense, du personnage de Cartman dans la série South Park, en fait. Il a quelque chose d'absolument machiavélique. Il y a toute une scène où Jerry Seinfeld doit négocier avec lui. Et donc Newman l'accueille dans son antre, dans son appartement. Il est à moitié dans l'ombre, les mains croisées. Il l'interroge avec une voix extrêmement posée, comme vraiment un bad guy de James Bond, quoi. Il y a un peu de ça, mais en fait, le truc, c'est surtout, je pense, ils avaient besoin, en fait, dans la série, d'avoir un personnage qui soit plus détestable, en fait, que ne sont eux, pour rendre les personnages plus sympathiques aussi. Et je pense que c'est la détestation même de Seinfeld qui est inexpliquée, c'est-à-dire on l'expliquera jamais pourquoi ils se détestent. Pourquoi en tout cas Jerry le déteste, parce que l'autre, tu sens qu'il a plus envie, il en joue, mais tu sens qu'il a quand même envie de faire partie du groupe, quoi. Il existe pour ça, et du coup il est devenu populaire aussi à cause de ça, parce que d'un seul coup il y a donc cette phrase récurrente, effectivement, à chaque fois qu'il se croise, il lui dit salut Newman, tu vois, mais avec un ton hyper et c'est le ton surtout qui fait toute la spécificité négatif, quoi. Et puis lui, en fait, il monte des plans pas possibles, mais pas que avec ceci n'est pas que avec Jerry Seinfeld, c'est-à-dire que il y a un épisode, je crois, parce que c'est un facteur, et il y a un grand gag, en fait, d'ailleurs récurrent chez eux où
à chaque fois qu'ils prennent une pause, ils prennent 3 heures de pause. Donc il dit les gens viennent le voir, ils tapent sur l'épaule de Newman, ils disent prends ta pause, reviens dans 3 heures. Comme si les postiers foutaient rien en fait. Et il y a un truc qui va jusqu'au bout de ça, c'est quand t'as, comment il s'appelle, Kramer qui vient le voir et qui lui dit qu'il veut annuler son courrier. Parce qu'il en a marre de recevoir du courrier non sollicité. Et il dit je veux annuler mon courrier. Et en gros, il vient voir Newman à son poste. Et Newman, il a son supérieur au-dessus qui est en train qui comprend pas ce qui est en train de se passer, quoi. Et il est en sueur, quoi. Newman est en sueur parce qu'il lui dit non, tu peux pas annuler le courrier, je vais perdre mon travail, etc., etc. Et donc, en fait, il énerve, au final, il énerve quand même un peu tout le monde, hein, en toute honnêteté, quoi. Et en fait, les jouets, moi, je le trouve délectable. Le personnage, il est vraiment, il est détestable. Détestable, mais aussi délectable. C'est-à-dire dans la détestation qu'on peut avoir de lui, parce qu'il est volubile, il est vraiment, caricatural, à fond. Il est jusque dans le dernier épisode, il apparaît au procès du dernier épisode. Enfin, et il se délecte de ce qui se passe d'ailleurs aussi, quoi. Donc ouais, c'est un personnage vraiment, mémorable. Je pense à cet autre épisode où il est, lui, à un procès parce qu'il conteste une de ses contraventions. Kramer est censé témoigner contre lui et puis il s'est pris un coup sur la tête. Et il part dans une espèce d'envolée lyrique absolument terrible où tu te dis, enfin, c'est fascinant en fait. Ouais, parce qu'en fait, et c'est marrant parce que ce que tu dis là, en fait, cet exemple spécifique, j'ai l'impression que c'est aussi plus que l'anti-Jerry Seinfeld, c'est l'anti-Costanza. C'est-à-dire, c'est le même type de personnage, mais en vraiment qui rate ses coups. Alors que Seinfeld et lui, ils se connaissent depuis tellement longtemps, et Costanza, que voilà, en fait, il a pris le pli de l'habitude, mais je pense que lui, il représente tout ce que déteste Seinfeld chez Costanza, pour de vrai, en fait. Et comment dire, il est aussi névrosé que les autres personnages, puisqu'il nous est quand même présenté originellement comme un suicidaire. C'est le copain qui passe son temps à menacer de suicide. Et il y a notamment un moment où Kramer décide qu'il n'en a plus rien à secouer, quoi. Et en gros, il dit, bah écoute, vas-y, saute de ta fenêtre, moi je vais faire un truc. Et toi, t'as prévu quoi? Et t'as Newman qui est censé être sur le bord de la fenêtre, il dit, bah après, je vais au cinéma. Parce qu'en fait, il sait très bien qu'il va pas oser. Mais ça conditionne la façon avec laquelle on sait que ce personnage est malheureux. Et d'ailleurs, quand on découvrira son appartement, dans cet éclairage extrêmement sombre, etc., un peu plus tard, on aura vraiment la confirmation qu'il vit dans un environnement extrêmement, extrêmement triste. Il a un moment de gloire, Newman, je pense que c'est un épisode qui s'appelle The Boyfriend, dans lequel Seinfeld se rend à un match de baseball pour rencontrer une de ses idoles, je crois. Et il y a à un moment donné, je sais plus si c'est Kramer qui fait une mauvaise remarque au joueur, parce que le joueur en question, la fameuse idole, a mal joué. Et cette idole, on la soupçonne d'avoir craché un gros molar qui a atterri sur Newman. C'est l'épisode qui parodie JFK. Exactement. Et en fait, lorsqu'ils essaient de comprendre ce qui s'est passé et comment est-ce qu'il y a eu crachat ou pas crachat, en fait, Jerry refait toute la scène de procès du film d'Oliver Stone, JFK, avec Newman en position, et il montre le parcours du crachat magique, en fait, qui est passé de l'épaule d'un tel, et on a une reconstitution de toute la scène devant le match de baseball à la façon d'Oliver Stone, c'est-à-dire avec du noir et blanc, du Super 8, etc. Ils se sont bien amusés. Et Newman est au cœur de cet épisode. Après, il y a un autre épisode aussi, mais parce que c'est un personnage vraiment secondaire, mais qui a pas d'arc à lui. Par exemple, c'est pas à un moment donné, il a pas un épisode entier qui lui est dédié ou ce genre de choses, mais on lui applique quand même la même logique en fait dont on parlait dans les précédents épisodes de prendre un personnage qui est finalement assez bien défini pour lui donner autre chose à jouer. C'est-à-dire que, par exemple... Il est présent quand même dans 48 épisodes. Oui, mais souvent, il a une scène ou deux. Mm-hmm. Si tu veux, par exemple, je me rappelle, il y avait un épisode où Hélène, sans faire exprès, envoie une carte de vœux. Et en fait, elle a un téton qui dépasse sur la carte, sur la photo. Et en fait, on le fait apparaître juste pour qu'ils disent qu'est-ce que tu vois sur cette qu'est-ce que tu vois sur cette photo? Et lui, il regarde la photo, il fait, ouais, elle a son téton qui est apparent, et puis il repart. Tu vois, et en fait il rend la situation encore plus détestable pour Hélène, quoi. C'est vraiment le mec qui vient énervé. Et donc dans l'autre épisode, en fait, il y a un épisode où il sort avec une nana qui est une belle nana, etc. Donc ils inversent les trucs. Préciser que Newman est obèse et vraiment pas très beau comme personnage, et que donc du coup évidemment le fait de le faire apparaître avec une jolie fille, c'est une surprise. Alors il y a un autre aspect de la fonction du personnage de Newman, parce que donc on a rappelé que la série était jugée à ses débuts trop
entre guillemets juive, mais c'est vrai que de toute façon la culture juive new-yorkaise elle conditionne l'écriture de cette série profondément. Et en fait Newman, de la même façon, on y reviendra par rapport à l'oncle Léo. L'oncle Léo représente quelque chose de la judéité new-yorkaise. Newman aussi, parce que Newman c'est pas un juif, et c'est celui qui a le regard qui les juge, en fait, ces personnages. Ils se sentent toujours jugés par Newman. Dès qu'ils font une connerie, le premier qui a remarqué leur saloperie, c'est toujours Newman, en fait. Et donc, il symbolise, en fait, cette espèce d'ennemi invisible qui est toujours tapis dans l'ombre et qui sait que t'as fait quelque chose de pas bien. Et qui est un truc que portent beaucoup de juifs complexés, en fait, dans cette culture typiquement juive new-yorkaise. Donc, il a ce rôle un peu compliqué aussi, je crois, Newman. Alors, un personnage critique, on a dit détestable et en même temps dont on se... il est tellement bien interprété. Voilà, détestable et délectable, comme tu disais. D'autres personnages qui sont critiques aussi envers le reste du cast, c'est les parents de George, Frank et Estelle Costanza. Alors, Frank Costanza, il faut préciser quelque chose, c'est qu'il a été joué non pas par un, mais par deux comédiens. Le premier c'était John Randolph et puis ensuite il a été remplacé par Jerry Stiller. Alors John Randolph, grand acteur de théâtre en fait, pareil new-yorkais et il le jouait beaucoup trop straight en fait en vrai. Ce qui est marrant c'est que les parents de George ils sont apparus assez tardivement dans la série, peut-être la saison 3 ou 4 et surtout la mère d'abord, notamment l'épisode de Contest où effectivement on en parlait avant, l'épisode de la masturbation en fait où elle le grille. Et elle se retrouve à l'hôpital, enfin il y a toute une séquence et tout avec ça. Elle fait une attaque parce qu'elle tombe sur son fils en train de se masturber. Voilà, c'est ça. Et à l'hôpital, et à l'hôpital, sa chambre voisine, enfin la voisine de lit est une nana apparemment très jolie, on la verra jamais, mais qui se fait masser une fois par jour, je crois. Et donc son fils en fait rend visite à sa mère, non pas pour voir sa mère, moi pour assister à la séance de massage de la fille d'à côté. Et donc en fait la mère est apparue avant, c'est-à-dire et déjà tu comprends un peu le personnage quand tu vois la mère, quoi, parce qu'il y a beaucoup de complexes, on va dire. Mais la grande idée, c'était de savoir qui serait le père, quoi, de George Costanza. Et en gros, effectivement, John Randolph, qui est un très bon acteur, en fait, le jouait beaucoup trop soft, beaucoup trop presque aimant, en fait, quelque part. Et Jerry Stiller est arrivé très rapidement après pour changer la donne. Et là, c'est le feu d'artifice, quoi. C'est vraiment un personnage absolument, moi je trouve, c'est un des meilleurs seconds rôles du film, de la série, je veux dire. C'est clair. Mais c'est déjà rendre justice à la mère de George, parce que elle apparaît avant. Et Estelle Harris, ça a été un coup de bol incroyable, apparemment en termes de casting, parce que les casteurs ne s'en sont pas du tout rendus compte. Mais Jason Alexander est tombé des nues. En fait, ils ont été vraiment choper sa mère. C'est-à-dire que elle lui ressemble effectivement. La vraie mère de l'acteur Jason Alexander, elle apparaît dans un épisode au commissariat et en tant que figurante, et effectivement elle ressemble beaucoup à Estelle Harris, sauf que Estelle Harris elle a en plus ce timbre de voix absolument insupportable qui est toujours dans les aigus et qui tape sur les nerfs, quelle que soit la chose gentille qu'elle puisse dire, t'as envie de la gifler. Le drama, elle dit jamais vraiment en fait. Comment? Elle dit jamais vraiment chose gentille. Pas vraiment le cas. Mais voilà, donc du coup, les parents de George, ils sont aussi là pour faire comprendre au public que si George est ce qu'il est, c'est pas complètement dû au hasard, quoi. Il a été élevé à la fois par ce timbre de voix insupportable et ce père qui est colérique, un numéro à lui tout seul. C'est un numéro, il est hyper colérique. C'est un mec, Jerry Stiller. Jerry Stiller, c'est le père de Ben Stiller, en fait, l'acteur, quoi. Et en fait, c'est quelqu'un qui a pareil une énorme culture. Enfin, il est très connu dans la culture stand-up, dans la culture impro et tout, quoi. Et en gros, c'est quelqu'un qui faisait exploser de rire le cast par ces petites improvisations qui étaient pourtant toutes bêtes des fois, mais qui faisaient, en fait, ça rendait les séquences impossibles à tourner, quoi. C'est-à-dire, il y a notamment une phrase où il s'engueule avec Hélène à un moment donné. Je sais plus c'était quoi le You want a piece of me. You want a piece of me, quoi. Et en fait, il l'a improvisé sur place. Et en fait, ils ont pas pu la faire pendant 2 heures, quoi, tellement il était... je crois que sur YouTube, on trouve les bloopers de cette scène. Si vous tapez bloopers Julia Louis-Dreyfus, vous devrez tomber dessus. Et effectivement, la pauvre, il y a à chaque fois qu'il revient sur cette expression, il l'a dit d'une façon différente. Parce qu'en plus, il avait vraiment un éventail très large de You want a piece of me, et c'est effectivement c'est délectable.
c'est dans le récit, il est censé être venir de Toscane, je crois, de Toscane, ouais, c'est ça. Donc effectivement, il porte avec lui tout un délire latin, de sang chaud. C'était très sanguin. Voilà, le mec, il se met immédiatement en colère. Sauf qu'il se met en colère pour rien, c'est-à-dire que là, il refuse d'enlever ses pompes à la piscine. Il déteste enlever ses chaussures dans les maisons des autres, et il porte ses baskets à la piscine. Et il y a cet épisode où ils lui prennent le TV Guide. Ouais. Tu te rappelles de ça? Et en fait, ils empruntent un TV Guide qui est un programme télé. Le programme télé. La jeune génération sait pas ce que c'est. Voilà, mais le classique en fait de comment dire. Et il y a des collectionneurs en fait du TV Guide. C'est un truc qui existe quoi. Et du coup, en fait, je crois que c'est Hélène, qui lui prend le TV Guide et là, il devient fou. Mais qui prend le TV Guide de quelqu'un et tout quoi? Et en fait, ça le rend complètement dingue. Et il faut trouver une manière de remplacer le TV Guide qui n'est plus en vente puisque c'était la semaine d'après quoi. Donc il y a tout un truc comme ça. Et enfin, le perso, il est incroyable. À un moment donné, il fait des. C'est quoi? Il fait des séances en fait pour de calme, de thérapie. Pour de sa gestion colère, de la colère, de gestion de la colère, et il a des phrases en fait clés comme Serenity Now. Serenity Now. Et puis c'est aussi l'inventeur de Festivus. Alors ça, c'est resté effectivement, oui. La fameuse fête qui n'existe pas, voilà, et dont Georges Costanza va essayer de se servir pour se sortir d'une situation au boulot en disant qu'en fait c'est par rapport à sa religion, etc. Et donc parce qu'il fête pas Noël, il fête le Festivus. Voilà, parce que Noël c'est trop commercial. Voilà. Alors ça aussi, encore une fois, on y reviendra toujours dans la série. Hein, c'est un truc aussi par rapport à la culture juive new-yorkaise. On fête pas Noël, mais en même temps, quand tout le pays est en train de fêter quelque chose, il faut se trouver un truc. Et c'est pas Hanouka, c'est pas vraiment le truc hyper glamour, quoi. Et donc, je pense que Festivus vient de ce complexe qu'ont eu les gamins juifs de pas pouvoir fêter Noël quand ils étaient mômes et qu'ils s'inventaient leur propre fête, quoi. Donc Festivus, effectivement, c'est resté. Et je crois même que c'est devenu un truc pratiqué aujourd'hui. T'as des gens qui s'amusent à pratiquer Festivus. Qui s'amusent à pratiquer Festivus à cause de Seinfeld, quoi. C'est. Alors, pour rester dans la famille, maintenant on va parler d'Oncle Léo, incarné par Len Lesser. Oncle Léo, l'oncle de Jerry cette fois. Alors que donc tu en parlais, Rafik, tu disais que c'est le pendant, voilà, c'est l'autre pendant de Newman en fait, parce que toujours dans le complexe du juif, il y a le complexe de vouloir bien paraître en société. Donc tous les Newman du monde te pourrissent la vie parce qu'ils sont toujours là à te guetter dans tous les coins. Et il y a aussi donc l'oncle Léo, lui, c'est la tradition. C'est celui qui te rappelle que t'es pas digne d'être juif en fait. Et à chaque fois quand tu te comportes autrement. Voilà, c'est ça. Et donc, comme le personnage de Jerry Seinfeld nous est clairement montré comme pas vraiment religieux, hein, on l'imagine pas vraiment se rendre régulièrement à la prière. D'une certaine façon, l'oncle Léo apparaît toujours à des moments où il devrait se ranger, rentrer dans le rang, et il en sort. Un des épisodes où il a un rôle crucial, c'est un épisode où Jerry Seinfeld va avec sa petite copine du moment voir le film La Liste de Schindler parce que il se sent obligé de le voir évidemment, et comme il est très amoureux de cette jeune fille, en fait il lui roule des galoches pendant tout le film. Non, c'est pas ça, je crois qu'en fait il y a ses parents qui sont là donc ils peuvent rien faire. C'est pas dans cet épisode là où ses parents sont. Non, c'est l'oncle Léo qui le voit. Oui, mais en fait ses parents viennent à New York parce que ses parents sont de Miami. Et en fait, ils viennent à New York, ils viennent dormir chez lui, donc ils peuvent rien faire, ils sont emmerdés, et donc ils vont au cinéma pour se galocher, quoi. Et il y a l'oncle Léo qui voit donc Jerry en train de galocher cette jeune fille pendant tout le film La Liste de Schindler. Donc t'imagines le crime absolu et ça circule dans la famille évidemment. Et tout l'épisode, Jerry va essayer de se dépêtrer de ça. Donc c'est l'indignité, l'oncle Léo, c'est la culpabilité. La culpabilité, voilà, tout à fait. Et il y a ce truc en fait, c'est la liaison, parce que comme je disais. Aux États-Unis, les gens vont, enfin les seniors vont prendre leur retraite en général à Miami. C'est un cliché, voilà, que les parents qui est bien exploité. Voilà, et que les parents de Jerry Seinfeld font. En fait, c'est-à-dire ils vont donc de temps en temps, t'as des épisodes qui se passent à Miami, quoi, puisqu'il va rendre visite à ses parents. Et du coup, la liaison entre Jerry quand il fait des conneries et ses parents, c'est l'oncle Léo qui reste à New York, lui. Et du coup, il y a un épisode où il lui offre une montre, c'est ça, je crois, à Jerry. C'est ses parents qui lui offrent une montre. Ses parents lui offrent une montre qu'il jette parce que la montre est perpétuellement en retard. Bah, c'est ça. Et l'oncle Léo la récupère dans une poubelle complètement par hasard. Sans savoir que c'est la montre de Jerry, quoi. Et du coup, ils s'en rendent compte. Et
d'un seul coup, t'as le père qui rend visite, les parents qui rendent visite de Jerry et qui lui disent mais elle est où ta montre? Et là il se rend compte que c'est Léo qui l'a et du coup c'est le drame. Ça devient un drame, voilà, mais tout le temps. C'est la mécanique de ce personnage, elle est là. Il représente une forme cauchemardesque en fait pour Jerry. C'est celui qui est toujours au-dessus de son épaule à le guetter. D'ailleurs, il y a même un épisode, je crois, où il apparaît dans un rêve à la façon de Cape Fear. C'est dans une parodie de Cape Fear, quoi. Donc il est filmé de traviole. Ouais. En plus, le personnage, l'acteur Len Lesser, il a un bagou et un look qui dépareille pas dans un film de mafieux, quoi. Donc ça joue encore plus sur le côté inquiétant du personnage de mais c'est d'ailleurs c'est des personnages qu'il a joué en fait. Il jouait des brigands dans les années 60-70 dans les séries télé. Il était dans plein de séries télé où il jouait en fait le méchant de la semaine ou des trucs comme ça, quoi. Et il joue un rôle important dans l'épisode The Pen aussi, qui est ce fameux épisode où, encore une fois, toujours sur la culpabilité, Jerry est tombé amoureux d'un stylo d'un de ses parents, d'un ami de ses parents. D'un ami de ses parents, et l'ami le voit, ah ouais, il te plaît, et Jerry, ah ouais, il me plaît, ah bah tiens, je te le donne. Et donc Jerry est content, mais il a pas compris, il a pas décodé qu'en fait l'autre il voulait pas donner son stylo, il l'a fait parce que il s'est senti obligé de proposer, mais Jerry aurait dû dire non à ce moment-là. Et ça prend les proportions des proportions que ça peut prendre dans une famille, voilà. Dans une famille, et même en fait, c'est une espèce de lotissement où les parents de Jerry habitent et qui est rempli de retraités parce que c'est la Floride, parce que c'est Miami, et ça devient l'événement de la semaine. Ouais, ils finissent par se taper dessus à la réunion de copropriété parce que ce stylo, The Pen, et qui revient effectivement dans des épisodes suivants d'ailleurs. Tout à fait, voilà. Et le personnage de l'oncle Léo va, comme d'habitude, par rapport à ça, va jouer son rôle de culpabilisateur en chef, quoi. Parce que c'est vrai que les Seinfeld, c'est souvent des séries, les épisodes ne se suivent pas forcément, mais ce qui leur arrive existe quand même. Enfin, ça n'a pas été effacé. Donc c'est vrai qu'ils réutilisent assez régulièrement des références à des épisodes précédents. Et du coup, les personnages secondaires servent aussi à ça, en fait. C'est-à-dire, ils servent vraiment à faire revenir une idée qui était 3 saisons auparavant, quoi. Donc c'est aussi à ça. C'est en ça que la série est très très forte aussi dans son emploi des personnages de second rôle, quoi, comme ça. C'est qu'il y a un moyen de et c'est comme ça qu'ils deviennent mémorables aussi pour la plupart des spectateurs. C'est que d'un seul coup ils s'en rappellent parce que t'as des renvois réguliers, en fait. Des clins d'œil récurrents. Voilà. Et alors un autre personnage qui apparaît comme ça de manière récurrente, surtout dans les 3 dernières saisons, c'est le boss d'Hélène, Jay Peterman, qui est joué par John O'Hurley. Personnage assez particulier dans son genre. En fait, c'est un personnage que je trouve assez marrant parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement imbu de lui-même, en fait, extrêmement solennel, je sais pas comment on pourrait dire ça. Il a un phrasé de superstar des années 40, en fait, très distingué, etc. D'une certaine façon, il représenterait l'homme parfait pour Hélène. Sauf que les circonstances font que Hélène ne peut que détester cet homme-là, qui est évidemment son patron, et elle est une tellement mauvaise employée qu'elle fait que des conneries, leurs rapports sont forcément cataclysmiques, quoi. Et un des trucs assez marrants, je trouve, en fait, c'est qu'il est censé représenter une sorte de classe ou de chic à l'ancienne. Mais en fait, par exemple, je crois que si je dis pas de bêtises, il a une marque de vêtements, c'est ça, un truc comme ça, quoi. Et du coup, il lui a fait écrire son catalogue. Et c'est toujours pour vendre une paire de pompes ou un truc comme ça. Il y a toujours, un descriptif totalement aberrant qui va avec, qui de soi-disant de grand aventurier, tu vois, qui pour vendre la chaussure ou pour vendre le slip ou vendre le truc et tout ça, j'étais dans la jungle. Et en fait, elle doit se faire chier à trouver des trucs comme ça à écrire. Et quand c'est dit, tu l'as entendu avec sa voix, en fait. Et du coup, c'est hyper, c'est ridicule, en fait. Il a un côté vieux, beau, en fait, qui est sur lesquels ils en jouent, quoi. Et il y a notamment, ça ne concerne pas que Hélène d'ailleurs, parce que ce personnage-là, à un moment donné, il se retrouve dans une situation où elle les plante. C'est-à-dire, ils doivent aller au resto elle doit aller au resto avec lui. Elle dit à Jerry, je peux pas y aller toute seule. Il faut que tu viennes. Je le déteste. Il faut que tu sois là. Donc Jerry, il va. Mais il dit à George, il faut que tu viennes parce que je peux pas rester tout seul non plus avec lui. Enfin, il faut que tu sois avec nous, etc. etc. Donc, il fait OK. Non, c'est, ah oui, il va nous payer la bouffe, donc je viens. Parce que ça, c'est ça, George. Tu vois, si on me paye la bouffe gratuite, j'y vais. Donc, il y va. Et en fait, Hélène plante Jerry et George. Du coup, Jerry trouve une excuse, il se carapate.
Et George se retrouve tout seul avec J. Peterman. Et là, d'un seul coup, ça devient cataclysmique parce qu'ils vont chez la mère de J. Peterman qui est mourante et qui, c'est quoi le mot qu'elle lui sort? Il y a un moment donné, elle lui sort un mot et c'est le code de la carte bleue de George. Et en fait, il veut le dire à personne. C'est un épisode où George veut pas dire du tout le mot qui concerne sa carte bleue, notamment à sa femme avec laquelle il va se marier, parce que il a pas encore confiance en elle, quoi. Et la mère le sait, c'est son dernier mot sur son lit de mort. Et en fait, d'un seul coup, J. Peterman est persuadé que c'est George qui a tué sa mère, quoi. Ça devient tout un espèce de truc complètement... Je l'ai expliqué un peu, c'est un peu compliqué, quoi. Mais il faut voir l'épisode. Et du coup, en expliquant ce mot, je crois que c'est un truc en plus ridicule, c'est genre un benko ou un truc comme ça, enfin une connerie comme ça, quoi. Et en gros, il crée une nouvelle chaussure, une nouvelle machin qu'il appelle le benko. Et il raconte toute la situation où George a tué sa mère, en fait, comme un espèce de grand truc et tout, mythologique, quoi. Enfin voilà, c'est un perso qui est... Bosco, merci, c'est ça. Et c'est un truc plus grand que nature, si tu veux, avec des trucs complètement mondains, voilà, dont parle Seinfeld. Ce qui rend le personnage attachant, c'est ça, c'est son côté grandiloquent, quelle que soit la situation. Il en fera toujours une affaire extraordinaire, justement parce qu'il se rêve un homme de l'ancien temps, aventurier, voyageur, etc. Et donc, il peut pas y avoir de petites... Encore une fois, Seinfeld ne repose que sur des événements insignifiants. Donc, il peut pas y avoir d'insignifiance dans la vie de ce personnage. Il faut toujours que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Si Hélène mange un muffin aux graines de pavot, il va la soupçonner de consommer de l'opium. Tu vois, il la vire même pour ça. Il la vire pour ça, pour avoir consommé de l'opium sur son lieu de travail. Donc, il y a rien qui peut être petit chez ce perso. Donc, j'ai presque l'impression, dans la dynamique qui s'est créée avec le personnage d'Hélène, qui représente presque la caricature du patriarcat, en fait, d'une certaine manière. Moi, je trouve que c'est de la masculinité bien déviante. Oui, c'est ça, ouais. Il est très ridicule, dans et donc, c'est intéressant parce que c'est toute une façon pour Julia Louis-Dreyfus de régler des comptes, en fait, avec plein de trucs qui pesaient sur les personnages de femmes dans les fictions télé d'avant, quoi. Et ça permet de projeter. Et d'ailleurs, ça a été dit sa façon de parler, par exemple, était très clairement inspirée des feuilletons radio des années 40, mélangés avec un petit peu de mauvais Charles Kuralt. Et donc, cette façon de parler vraiment très spécifique. Ouais, puis presque pour rester dans la série télé, des personnages très guindés de amour, gloire et beauté ou ce genre de choses, quoi. Tu vois, c'était les vieux beaux, quoi. Tu vois, les vieux beaux en costard, cravate, si tu veux. Et lui, c'est ça, mais... Et il déteste le patient anglais, en fait. Ah oui, il y avait un truc, parce qu'ils refont aussi un truc sur le patient anglais, effectivement. Qui à l'époque était censé être le film chic par excellence, quoi. Donc... Alors, un autre personnage qui a une façon de parler aussi très spécifique, dans un autre genre, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le soupe nazi, ça vous dit quelque chose? Ah bah oui. Bien sûr, c'est un des épisodes classiques de Seinfeld. Alors, on pitch vite fait l'épisode, en fait, c'est en gros... Il y a une boutique de soupe qui s'ouvre, en fait, dans le quartier de Seinfeld, et l'idée... c'est que... c'est la meilleure soupe que les gens ont jamais goûté. Oui. Et c'est Kramer qui leur dit, il y a tout un protocole, il faut que tu le suives. Et en fait, chacun se dit non, en gros, ils en font des caisses, c'est pas vrai. Et effectivement, il faut suivre ce protocole parce que si tu suis pas ce protocole à la lettre, tu n'es pas digne d'avoir la soupe de ce grand chef, en fait. Et du coup, Seinfeld se fait avoir une première fois. Il revient, il fait le protocole, mais George, en fait, n'y croit pas non plus, donc il se ferait fait avoir une autre fois aussi. Hélène, pareil, elle est carrément bannie Hélène est bannie du restaurant pendant un an. Parce qu'elle refuse de suivre le protocole, en fait, et il décide de se venger, en fait. Il décide de se venger, mais il décide de se venger d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, elle récupère parce que Kramer, parce que le soupe nazi, je sais plus c'est quoi son nom, ils le disent dans le dernier épisode son nom, mais je me rappelle plus ce que c'est. Bon, le soupe nazi, le restaurateur, en fait, aime beaucoup Kramer. Parce que Kramer, suit le protocole à la lettre. Et pas seulement, c'est-à-dire qu'il sait que c'est un grand artiste. Il le considère Yev Kassem, il le considère comme un grand artiste. Et donc l'autre se sent flatté, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que comme il aime beaucoup Kramer, il lui offre une armoire. Et dans cette armoire, il y a ses recettes. Mais il le savait pas, ses recettes secrètes de soupe. Et Hélène les découvre et décide en fait de se venger contre lui, de les publier. Voilà. Et les mots-clés Et elle détruit sa carrière. Elle détruit sa carrière, ouais. Et justement, c'est un épisode intéressant par rapport à toute une dynamique de la série qui est que ces personnages sont quand même des salauds dans leur irresponsabilité. Moi, j'ai découvert un peu par hasard que cet épisode a servi à une démonstration antisémite, en fait, sur Internet, d'un gars qui a retiré les rires enregistrés de l'épisode.
Et donc il dit regardez cet épisode sans les réenregistrer, vous verrez de quoi ça parle vraiment. Et de quoi ça parle vraiment, c'est vrai que quand on regarde, on se dit en fait c'est des gens qui ont refusé de faire un truc qui leur a été demandé, que le type était dans sa boutique, il faut se comporter d'une certaine manière dans sa boutique, et parce qu'ils ont refusé, ils décident de se venger de lui et de lui pourrir sa carrière, quoi. Et alors on met de côté cette démonstration antisémite, mais pour revenir sur le fait qu'effectivement l'humour de Seinfeld repose sur des dynamiques qui sont parfois vraiment pas glorieuses, parce que ce personnage qu'on surnomme le soupe nazi, il est pas nazi. Et en fait, on ne le découvre qu'à travers les yeux des personnages de Seinfeld. Ça se trouve, Kramer, lui, ce qu'il voit, c'est un mec super sympa, qui a juste effectivement une petite exigence quand on est chez lui, c'est de se mettre dans la queue d'une certaine façon, etc. Mais il prend une toute autre consistance à travers le regard obsessionnel en fait de Jerry et d'Hélène notamment, parce que c'est vraiment eux deux qui le considèrent comme un nazi. Il y a ça, et alors c'est le terme qu'il l'appelle comme ça, le soupe nazi. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ce que tu racontais aussi, c'est qu'il y a une vraie histoire derrière en fait ce personnage-là, c'est qu'il existe pour de vrai. Il y avait alors j'ai regardé son nom là, c'est Al Yeganeh. C'était un restaurateur en fait qui avait un restaurant de soupe comme ça sur la 55e rue, et qui avait exactement plus ou moins ce protocole en fait pour ses clients. Peut-être exagéré dans la série, quoi. Certainement, oui. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de l'épisode, il est devenu célèbre. Les gens l'interviewent, lui parle de l'épisode soupe nazi, et il détestait ça, quoi. C'est-à-dire, il y a des interviews sur internet, tu les vois en fait qui étaient passées à la télé, où carrément en fait il est en train de monter, et en fait quelqu'un l'a exhorté en fait à utiliser cette nouvelle célébrité pour monter une franchise de soupe. Il est interviewé pour ça, mais comme on lui parle du soupe nazi, en fait il s'énerve à la télé contre la présentatrice, quoi. Et en fait c'est le même perso, c'est littéralement le même perso, quoi. Donc du coup, et lui en souffre aussi apparemment, le vrai en fait on a souffert, quoi. Donc c'est-à-dire que ce que Seinfeld et Hélène font dans la série lui a fait à lui, quoi. C'est un peu c'est un peu particulier aussi comme truc, quoi. C'est assez récurrent finalement, le fait de s'appuyer quand même sur des personnages issus de la vraie vie. On parlait de personnages de Kramer qui existent aussi en vrai dans l'épisode précédent. Alors là, on a fait le tour des personnages secondaires, on a fait le tour des personnages du cast principal la semaine dernière. J'aimerais, pour terminer cet épisode, qu'on s'attarde... On va parler de Babou. On n'a pas parlé de Babou. On n'a pas parlé de Babou. Tu l'as cité, Babou, au début. C'est vrai que je l'ai cité. Allez, un petit mot sur Babou. Mais ensuite, pareil, c'est toujours cette question de la culpabilité qui est omniprésente. Alors très rapidement. Alors qui est Babou ? Babou, c'est un immigrant qui a ouvert un petit restaurant. Alors au départ, il en fait une pizzeria, je crois, c'est ça ? Ouais, en fait, il fait de la bouffe locale. Sauf qu'en fait, Jerry lui dit non, il faut que tu fasses de la bouffe de ton... en fait, ça marche pas très bien. Et Jerry lui dit mais tu viens d'où ? Et l'autre il dit qu'il vient de Pakistan, voilà. Et en gros, il conseille de faire de la cuisine de son coin, quoi. Et donc le mec dépense une fortune pour refaire son restaurant à l'image de son pays, et là c'est un cataclysme, ça marche encore moins. Et Jerry en fait décide de plus aller le manger chez lui parce qu'il a tellement honte finalement de l'avoir poussé à ça, qu'il se considère tellement responsable qu'il décide alors que c'était pratiquement son dernier client, son seul client, quoi. Et donc Babou lui en veut à mort, quoi. Donc, et ça voilà, c'est typique pareil, d'une dynamique de culpabilité qui court sur toute et il revient d'ailleurs parce qu'il cherche un appartement. À un moment donné, parce qu'il est en train de travailler, il fait la plonge dans le diner. Est-ce qu'il y a un diner où ils vont tout le temps, en fait, et ils font la plonge dans le diner. Et du coup, il cherche un appartement. Donc Jerry lui trouve un appartement pour se dédouaner dans un épisode suivant de ce qui s'est passé, quoi. Et sauf que, en fait, le courrier est mal distribué et c'est lui qui reçoit la lettre pour renouveler son visa à Babou, et il l'oublie, et du coup Babou est expatrié, ouais, enfin il retourne dans son pays, il est viré du pays, et ça crée tout encore une situation, et Babou revient dans le dernier épisode aussi, on le revoit, mais on en parlera et son nom en fait n'a été retenu qu'à cause du phrasé de Jerry Seinfeld, parce qu'il y a aussi cette idée dans la série que les noms des personnages doivent être de préférence rigolo quand on les prononce. C'est pour ça que Kramer est resté Kramer, oui. Quoi. Et là effectivement, et tu sens que Jerry Seinfeld se délecte de ça, il arrête pas de le répéter, mais Babou. Et ça marche, quoi. Très bien. Bon, cette fois
on a fait le tour, en tout cas d'une partie des personnages secondaires. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais qu'on s'attarde sur des personnages encore moins présents que les personnages secondaires. Je vous propose un petit jeu. On va écouter des extraits d'épisodes avec des caméos célèbres, et vous allez essayer de retrouver de qui il s'agit. On va commencer avec le premier. So you know John Boyd? Yes. I went to dental school with him. John Boyd, the actor? No, the periodontist. Ça, c'est Bryan Cranston. Ça, c'est Bryan Cranston. Je l'ai mis en premier parce qu'on l'a évoqué, on n'en a pas parlé finalement là dans l'épisode, mais je me suis dit que vous seriez content d'en parler. Bryan Cranston, donc qu'on a connu après pour avoir incarné Walter White dans Breaking Bad. Et le père de Malcolm dans la série Malcolm. Absolument. Et qui donc joue dans 5 épisodes de la série. Ça, c'était l'épisode de la saison 6, épisode 8. Et il joue un dentiste. Un dentiste, ouais. Un peu radin là, qui fait des cadeaux reconditionnés, c'est-à-dire que les cadeaux qu'on lui fait, il en refait des cadeaux pour d'autres gens. Il y a tout un épisode. D'où l'expression regifting qui est restée. Ouais. Il y a tout un épisode autour de ça qui s'appelle The Label Maker, avec le fameux stylo justement, et le regifting épisode. Alors, deuxième extrait, on va voir si vous êtes aussi fort, ça se complique un petit peu. Forget it. Get out of here. It's done. All right. Well, I guess I get it too, because I'm his wife. I didn't know you were married. Alors, qui se fait passer? En fait, l'épisode, je sais ce que c'est en plus, c'est un discount. Et en fait, c'est un discount chez le comment ça s'appelle? Au pressing. Au pressing, c'est ça. Mais alors, l'acteur est connu? L'actrice. C'est l'actrice qui est connue, qui se fait passer pour la femme de Jerry pour avoir une réduction sur ce c'est Courtney Cox. Voilà, ouais, absolument. C'est Courtney Cox, donc avant qu'elle apparaisse dans Friends. Hein. Très peu de temps avant. Ouais. Très peu de temps avant. C'était dans l'épisode 17 de la saison 5, The Wife. Bien joué. Troisième extrait, ça se complique encore un peu. On va voir ça tout de suite. And by the way, they're real and they're spectacular. Ça, c'est Terry Hatcher. Ouais. Bien joué, mais ça va, vous avez l'oreille. Hein. Tout un épisode où en fait il se pose des questions sur la taille de sa poitrine, parce qu'elle met toujours des fringues en fait qui empêchent d'apprécier le truc. Et évidemment, quand elle réalise le truc et qu'elle décide d'envoyer chier Jerry, elle lui sort cette réplique. Et au fait, ils sont spectaculaires. L'épisode en fait s'appelle The Implant, c'est dans la saison 4. Et Jerry est persuadée qu'elle a des implants mammaires. Et il se trouve qu'Hélène tombe sur elle par hasard, tombe littéralement sur elle à l'occasion de la toucher sans faire exprès, et dit mais non, moi je suis sûre que c'est pas des implants. S'ensuit un débat, et donc finalement elle s'appelle Sidra dans la série. Terry Hatcher claque la porte avec cette phrase magnifique. Ils sont vrais, ils sont spectaculaires. Ils sont vrais et ils sont spectaculaires. Le dernier extrait, alors là, j'ai gardé le plus dur pour la fin. Si vous trouvez qui c'est, chapeau. What are you hassling me for? This is just a gig. It's not my life. I don't know who Bozo is. What, is he a clown? Is he a clown? What, are you kidding me? Or what is he? Yes, he's a clown. All right, so what's the big deal? There's millions of clowns. C'est Jon Favreau. Bravo, c'est un sans faute. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est vrai que Seinfeld, il y a eu beaucoup de comédiens qui sont venus et qui ont fait. C'est surtout des gens qui sont devenus célèbres après, en vrai, et qui se sont fait connaître justement à cause de ces personnages secondaires aussi, quoi. C'est-à-dire quand ils sont passés sur Seinfeld, c'était tellement un carton Seinfeld que finalement, en fait, ça aidait leur carrière énormément aussi, quoi. C'est ça. Et donc là, dans l'épisode 19 de la saison 5, The Fire, Jon Favreau qui joue Eric the Clown, un clown qui donc ne connaît pas Bozo. Ouais. Et en fait, il s'engueule avec George qui comprend pas comment ça se fait qu'il puisse pas connaître Bozo le clown. Et le truc qui est assez marrant, c'est qu'il se met à y avoir un feu. C'est quand même une partie pour les gosses. Enfin, il y a plein de gosses et tout, quoi. Et il y a un incendie. Il y a un incendie et il prend la porte en premier, il pousse tout le monde. George pousse tous les gamins pour être le premier à sortir de l'appartement. George et son courage légendaire, quoi. Voilà. Alors cette fois, je crois qu'on a fait le tour des personnages. Est-ce qu'il nous reste encore des choses à raconter sur cette série ? Ben oui.
Je pense que dans le prochain épisode, déjà il faudra parler du final, c'est-à-dire que en gros c'est quand même une série très populaire et du coup le final a été assez décrié. Pour des raisons dont on va discuter. Et puis, mine de rien, en fait, le succès de Seinfeld était énorme à l'époque, mais il est encore plus, en fait, depuis 20 ans après la fin de la série, quoi. Et je pense que c'est un des trucs dont on va discuter aussi, quoi. Effectivement, on parlera de ce fameux final controversé à l'époque, qui a fait réagir. Et puis, on parlera aussi de ce qui s'est passé après, l'après Seinfeld, parce que la série génère encore des millions aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres séries qui sont sorties avec les différents comédiens et comédiennes principaux. Et là, on peut plutôt parler de malédiction. On y reviendra la semaine prochaine. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce 3e épisode de cette nouvelle collection. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Seinfeld. D'ici là, portez-vous bien.